J'ai regardé mon agenda la semaine dernière et j'ai eu un petit moment de panique. Chaque créneau de 30 minutes était rempli. Pas juste pour la semaine, hein, mais pour les 3 semaines à venir. Et je me suis posé une question toute simple. C'est ça la vie. On nous vend un modèle, travailler d'arrache-pied, grimper, mettre de côté et, un jour peut-être, profiter. Mais en attendant, on court. Et à l'opposé complet de ça, il y a cette promesse qui sonne presque comme une arnaque, la semaine de 4 heures. C'est vraiment ce sentiment d'être débordé qui m'a poussé à rouvrir ce livre de Timothy Ferriss. Pour notre exploration aujourd'hui, on va se baser sur l'édition augmentée et mise à jour de son bouquin. L'idée, c'est de vraiment creuser, de voir ce qu'il y a de concret derrière ce titre un peu provocateur. Comment est-ce qu'on peut passer d'un mode où l'on subit sa carrière en attendant de vivre à un autre où l'on conçoit d'abord une vie qui nous plaît pour ensuite voir comment la financer? Bah oui, et ce qui est fascinant dès le départ, c'est que le livre ne parle pas du tout de devenir paresseux. C'est même tout le contraire. C'est une redéfinition assez brutale de la productivité et de la réussite. La question que Ferris pose, c'est pas comment je peux gagner plus d'argent, mais plutôt quelle est la vie idéale que je veux mener et de quels revenus j'ai réellement besoin pour la financer. Ça change absolument toute la perspective. On ne part plus du travail, on part de la vie. La première chose qui m'a frappé en le relisant, c'est qu'au début, il ne parle presque pas d'argent. Il parle d'un concept, les nouveaux bienheureux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce n'est pas juste être riche, j'imagine? Non, justement, c'est tout l'inverse de la vision traditionnelle de la richesse. Les nouveaux bienheureux, selon lui, c'est ceux qui ont compris que le but, ce n'est pas d'accumuler des millions en banque, mais de vivre la vie qu'on imagine que ces millions pourraient acheter. Et cette vie, elle est définie par deux monnaies qui comptent plus que l'euro, le temps et la mobilité. La liberté, en somme. D'accord, la liberté, mais bon, il faut bien payer les factures. Comment on mesure ça? Alors, il introduit un outil pour ça, le revenu relatif. On a l'habitude de penser en revenu absolu, le salaire annuel, quoi. On se dit, je gagne 80 000 euros par an. Ferris, il dit que ce chiffre ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est combien on gagne par heure. Une personne qui gagne 40 000 euros par an en bossant 10 heures par semaine est, selon lui, beaucoup plus riche et plus libre que celle qui en gagne 100 000 en travaillant 80 heures. Le revenu relatif, en fait, c'est le pouvoir d'achat de votre temps. Ça, c'est une idée qui force à réfléchir. Et pour adopter cette vision, il propose aussi de dynamiter l'idée même de la retraite. Et donc, à la place de ce grand marathon vers une ligne d'arrivée super lointaine, il propose des pauses régulières. Exactement, des mini-retraites. Au lieu de tout garder pour la fin, on répartit des périodes de voyage ou d'apprentissage tout au long de sa vie. Lui, il raconte qu'il alterne des phases de travail de 2 ou 3 mois avec un mois complet à faire autre chose. Apprendre le tango à Buenos Aires, faire de la moto en Chine. Sur le papier, c'est génial. Mais soyons honnêtes, est-ce que c'est vraiment réaliste pour quelqu'un qui a un prêt, des enfants, un patron? Ça semble être un luxe pour une toute petite élite d'entrepreneurs, non? C'est l'objection la plus courante, et elle est légitime. Il faut voir ça moins comme une recette à appliquer à la lettre que comme un principe. L'idée, c'est de remettre en question le rythme métro, boulot, dodo, non-stop. Peut-être que pour une personne, ce sera un mois sabbatique tous les 3 ans. Pour une autre, négocier un mois de télétravail depuis l'étranger. Le but, c'est de briser le cycle. Mais pour oser demander, il faut d'abord surmonter le plus gros obstacle, la peur. Et la peur du changement, oui. Il y a une anecdote qui m'a marqué là-dessus, celle de Hans Kelling. Il se sentait piégé par son entreprise. Oui, il choisissait une insatisfaction qu'il connaissait plutôt qu'un avenir incertain. Et pour briser ça, il a fait un truc un peu radical. Du parapente au-dessus de Rio. Il raconte qu'au moment de sauter, il était tétanisé. Et une fois en l'air, la peur est littéralement restée en haut de la montagne. Ça lui a fait réaliser que les risques de son business étaient ridicules à côté. Et le livre propose un exercice très concret pour ça, qui ne demande pas de sauter d'une falaise. Définir son pire cauchemar. Se demander, OK, si j'échoue, que se passe-t-il concrètement? Et en le mettant sur papier, on se rend souvent compte que le pire scénario est rarement définitif. On peut s'en remettre. C'est un exercice très puissant, parce qu'il nous force à réaliser que le plus grand risque, souvent, ce n'est pas l'échec, c'est l'inaction. Ne rien faire, continuer sur une voie qui ne nous convient pas, c'est la seule garantie à 100% d'avoir des regrets plus tard. C'est ça le vrai risque. D'accord, donc première étape, changer sa vision, redéfinir ses peurs, ses objectifs. Mais même avec le meilleur état d'esprit du monde, on est toujours noyé sous les emails, les réunions. Comment on s'attaque à ça?
C'est là qu'intervient le deuxième pilier, qui est peut-être le plus brutal, l'élimination. L'idée est simple. Être occupé, c'est une forme de paresse intellectuelle. C'est une excuse pour ne pas réfléchir à ce qui est important. Pour ça, il s'appuie sur deux lois. La première, c'est le fameux principe de Pareto. La loi des 80-20. Exactement. 80% des résultats viennent de 20% des efforts, 80% des problèmes viennent de 20% des clients. L'idée, c'est donc d'identifier ces 20% qui comptent et d'éliminer le reste. Et l'exemple qu'il donne avec sa propre boîte est assez dingue. Il était au bord de l'épuisement, il bossait 80 heures par semaine. En analysant ses chiffres, il a réalisé que sur 120 clients, seulement 5 lui rapportaient 95% de ses revenus. Le reste, c'était des petits clients qui prenaient un temps fou. Alors il a pris une décision que la plupart des gens jugeraient folle. Il a viré la quasi-totalité de ses clients. Il a contacté les 95% les moins rentables pour leur dire poliment qu'il ne pouvait plus travailler avec eux. Et le résultat est spectaculaire. En un mois, il a doublé son revenu, passant de 30 000 à 60 000 euros, et son temps de travail a chuté de 80 à 15 heures par semaine, juste en se concentrant sur l'essentiel. C'est une stratégie brillante, mais qui, il faut le dire, cache un risque. En 2007, c'était révolutionnaire. Aujourd'hui, se reposer sur seulement 5 clients, ce n'est pas un peu dangereux si l'un de vous lâche? La philosophie reste pertinente, mais son application doit peut-être être nuancée. C'est un bon point. Donc, on identifie l'essentiel avec Pareto. Et pour exécuter, il y a la deuxième loi, celle de Parkinson. Qui dit qu'une tâche s'étend pour occuper tout le temps qu'on lui alloue. C'est l'expérience qu'on a tous faite. Si on a une semaine pour un dossier, il prendra une semaine. Si, suite à une urgence, on n'a plus que 2 heures, on arrive miraculeusement à le finir. L'idée, c'est de s'imposer des délais très courts pour forcer son cerveau à se concentrer. Et pour ça, il faut être capable de se concentrer. C'est là qu'il parle de diète d'information. J'avoue que j'ai essayé pendant une semaine. C'était à la fois libérateur et angoissant. On a l'impression de passer à côté de tout. C'est le fameux FOMO, la peur de manquer quelque chose. Faris est radical là-dessus. Les news en continu, les réseaux sociaux, c'est une distraction toxique. Ça consomme notre attention, notre ressource la plus limitée. Il faut privilégier l'information juste à temps. Chercher une info uniquement quand on en a besoin pour une action. Pour le reste, il faut faire confiance au fait que si c'est vraiment important, ça finira par nous arriver aux oreilles. D'accord, donc on redéfinit nos objectifs, on élimine l'inutile. On se retrouve avec plus de temps, mais toujours un travail à faire. Comment on gère ça? C'est la troisième étape, l'automatisation. Le but, c'est de créer ce qu'il appelle une muse, une entreprise conçue dès le départ pour fonctionner sans nous. Le but ultime, ce n'est pas de la diriger, mais d'en être propriétaire et qu'elle génère des revenus de manière quasi passive. Le mot muse est bien choisi. L'histoire de son ami Doug avec son site Pro Sound Effects est un exemple parfait. Oui, Doug sortait d'une start-up qu'il avait complètement vidée. Il voulait créer quelque chose, mais avec une règle stricte, un minimum de temps pour un maximum de trésorerie. Il a donc lancé une banque de sons en ligne pour les créateurs. Et le résultat est incroyable. Il y passe moins de 2 heures par semaine, gagne plus de 10 000 euros par mois. Et le reste du temps, il fait ce qu'il aime vraiment, de la musique. Pour y arriver, le livre propose une méthode assez claire. Étape 1, choisir un marché de niche. Il vaut mieux être un gros poisson dans un petit étang. Et ensuite, il conseille de créer un produit d'information. Un e-book, une formation. Pourquoi ça? Pourquoi pas un produit physique tout de suite? Parce que c'est le moyen le plus rapide et le moins cher de tester une idée. Ça ne coûte presque rien à produire, on peut donc valider s'il y a un marché avant d'investir des milliers d'euros dans du stock. C'est l'étape 2. Et la troisième étape, c'est le test. Et là, c'est contre-intuitif. Il dit qu'il ne faut jamais demander aux gens s'ils achèteraient le produit. Jamais, parce que les gens sont polis, ils diront oui, mais entre dire oui et sortir sa carte de crédit, il y a un monde. La seule façon de tester, c'est de leur donner l'opportunité d'acheter. Il suggère de créer une page de vente, de lancer une petite campagne de pub et de voir combien de personnes cliquent sur acheter. Si personne ne clique, l'idée n'est pas bonne, on passe à autre chose. Et si ça marche, c'est là qu'intervient la quatrième étape, l'architecture autonome. Exactement. Il faut s'extraire de l'équation. Tout ce qui peut être externalisé doit l'être. La logistique, le service client, la production, tout doit être géré par des tiers. L'objectif, c'est que la machine tourne, qu'on soit à son bureau ou sur une plage. Cette idée d'externaliser à outrance nous amène au dernier pilier, la libération. Et c'est là que ça devient un peu fou, parce qu'il ne parle pas seulement d'externaliser son entreprise, mais sa vie. Il y a ce passage sur le journaliste A.J. Jacobs qui est assez mémorable. Ah oui, c'est l'exemple le plus extrême et le plus drôle.
Jacobs a engagé des assistants virtuels en Inde pour gérer sa vie. Il payait ses factures, répondait à ses emails, et le plus fou, c'est qu'il leur a demandé de se disputer avec sa femme à sa place par email. Son assistante prenait ses brouillons, souvent un peu secs, et les réécrivait de manière plus diplomate. Et apparemment, ça a marché. C'est à la fois génial et un peu terrifiant. Mais au-delà de l'anecdote, l'idée c'est qu'on perd un temps fou sur des tâches à faible valeur qu'on pourrait déléguer. C'est ça. Le but n'est pas de faire sous-traiter ces relations, mais de réaliser que beaucoup de tâches administratives peuvent être gérées par quelqu'un d'autre pour une fraction de ce que notre temps vaut. Ça libère une charge mentale énorme. Ok, externaliser ces disputes, c'est amusant, mais pour la plupart des gens, la libération, ça rime surtout avec télétravail. Comment on fait quand on est salarié? Le livre est très pragmatique là-dessus. Il propose une stratégie en 5 étapes. 1. Devenir indispensable. 2. Proposer un test réversible. Pas demander le télétravail complet, mais juste est-ce que je peux essayer un jour par semaine de la maison? C'est dur à refuser. Et pendant ce jour de test, il faut être hyper productif, j'imagine. C'est l'étape 3, démontrer une productivité supérieure. Et l'étape 4, qui est cruciale, la quantifier. Ne pas dire j'ai bien travaillé, mais mardi, j'ai traité 30% de dossiers en plus. Apporter des chiffres. À partir de là, l'étape 5 est d'étendre progressivement, demander 2 jours, puis 3. Et cette mobilité, elle ouvre la porte aux mini-retraites. Mais, encore une fois, la question du coût se pose. Voyager, ça coûte cher. C'est une autre idée reçue qui l'attaque. Voyager lentement coûte souvent moins cher que de vivre sur place. Louer un appartement pour un mois à Lisbonne peut revenir moins cher que de payer son loyer, son crédit voiture et toutes les dépenses à Paris. Il cite même des familles qui ont voyagé un an en Amérique du Sud pour montrer que ce n'est pas réservé aux célibataires. Si je devais résumer, tout repose donc sur ces 4 lettres. B, E, A, L. D pour définition, où l'on repense la réussite. E pour élimination, où l'on applique Pareto. A pour automatisation, avec la création d'une muse. Et L pour libération, pour s'affranchir du lieu. Au final, l'objectif n'est pas la paresse, c'est d'avoir le choix. Le choix de faire ce qui compte vraiment. C'est une excellente synthèse. Et ça met en lumière une idée qui est un peu en filigrane dans le livre, c'est une réponse au paradoxe du choix. Des études montrent que plus on a d'options, moins on est satisfait de notre décision. Ça génère de l'anxiété. La philosophie de la semaine de 4 heures, c'est finalement une proposition pour une vie à choix minimal. En se forçant à se concentrer sur les quelques clients, les quelques tâches et les quelques objectifs qui comptent vraiment, on maximise non seulement l'efficacité, mais peut-être aussi le bonheur. On réduit le bruit pour mieux entendre le signal. C'est une perspective très juste, de voir ça comme une façon de simplifier pour mieux vivre. Pour finir, le livre nous laisse avec une question, une sorte de boussole. Elle est simple, mais je la trouve incroyablement puissante. La voici. Que se passerait-il si je faisais l'exact inverse de ce que font les gens autour de moi? Rien que cette question, ça pourrait être le point de départ d'une sacrée transformation.